Après le Mali, le Burkina Faso, le Niger cet été, c'est hier le Gabon qui a subi un coup d'État militaire renversant Ali Bongo au pouvoir depuis près de 15 ans et fraîchement réélu mercredi dernier. Que se passe-t-il au Sahel et quelle est la voix de la France dans cette région? A-t-elle seulement encore une voix? On en débat ce matin avec deux invités de premier plan. Ils furent l'un et l'autre ministres des Affaires étrangères, Hubert Védrine et Dominique de Villepin, qui fut aussi Premier ministre. Bonjour à tous les deux et merci d'être là ce matin et particulièrement ce matin à l'aune de l'actualité brûlante. Nicolas le rappelait, Emmanuel Macron a déploré donc une épidémie de putsch en Afrique ces derniers mois. Expliquez-nous ce qui se passe, pourquoi les régimes d'Afrique francophone tombent les uns après les autres, même s'il y a évidemment des spécificités et que c'est pas la même situation dans chaque pays. Dominique de Villepin, éclairez-nous, qu'est-ce qui se passe en Afrique ? Il y a en Afrique un profond ressentiment vis-à-vis de la France, une profonde suspicion qui est nourrie par un certain nombre d'éléments et au premier chef, bien sûr, la relation postcoloniale de ces pays africains avec la France. Tout cela a été activé dans les dernières années par la militarisation de notre politique, depuis l'intervention française en Libye en 2011, puis les interventions au Mali et au Sahel. S'y ajoute par ailleurs le sentiment souvent d'un double discours. On le voit sur la démocratie, puisque le traitement réservé aux États n'est pas le même selon qu'on est le Tchad ou que l'on est le Mali ou la Guinée. Et il y a par ailleurs du côté de l'Ukraine, alors là, ça a été un choc pour beaucoup de pays africains de constater à quel point il y avait deux poids deux mesures, un intérêt très fort de l'Europe et de la France pour ce qui se passait à l'Est et un désintérêt relatif pour ce qui se passait au Soudan, en Éthiopie et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique. Et il y a un deuxième élément. C'est le sentiment du côté des sociétés africaines d'un éloignement de la France et à partir de là une coagulation de l'ensemble des couches sociales contre la France. Les plus défavorisés ne voient pas leur sort s'améliorer, les classes moyennes sont très soucieuses de souveraineté et donc condamnent les attitudes de la France et les classes dirigeantes se servent de la France comme bouc émissaire, tout cela avec une jeunesse connectée. Pourquoi c'est la faute de la France tout ça ? Parce que, d'abord, les promesses ou les attentes n'ont pas été satisfaites. Depuis 2013, la lutte contre le terrorisme n'a pas permis de redonner la pleine stabilité, même si le président Macron a eu raison de rappeler qu'en partie cette stabilité avait été maintenue. Mais néanmoins, l'amélioration de ces sociétés ne s'est pas fait sentir du côté des populations. Il y a un dernier élément que je veux mentionner dans les reproches ou dans les évolutions qui pèsent sur ce regard vers la France, c'est la mondialisation de l'Afrique. Le fait que l'Afrique aujourd'hui est mondialisée, il y a une ruée vers l'Afrique et la position de la France, évidemment, est aujourd'hui beaucoup plus relative. Hubert Védrine, votre lecture et votre analyse de ce qu'Emmanuel Macron a donc appelé cette épidémie de putsch? Ma lecture n'est pas différente. En réalité, je commençais par rappeler qu'ils sont indépendants depuis 60 ans. Ce sont des pays indépendants. Donc ce que la France fait dans ces pays depuis, bien ou mal, à tort ou à raison, c'est à leur demande. À leur demande. Il faut avoir ça en tête. Comme le disait le président Obama plusieurs fois en Afrique, le président Obama, ces pays sont indépendants depuis très longtemps, il faut qu'ils arrêtent de raconter que leurs problèmes sont liés à un très lointain passé, ils sont responsables. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous êtes d'accord avec ça, juste pour savoir, sur ce premier point d'Hubert Védrine? Non, mais Dominique de Villepin, vous êtes d'accord? Ils sont responsables, il faut qu'ils arrêtent de mettre la faute sur la France. Oui, sauf que nous sommes tombés dans un piège que nous n'avons pas su éviter. Oui, mais c'est pas incompatible. Hein. Oui. Mais c'est important. Alors, j'ajouterais à la chose, c'est que au moment des décolonisations, qu'on a oublié, mais on aurait tort d'avoir honte de ce qui s'était passé entre la France et Senghor, la France et Houphouët-Boigny, c'est-à-dire les gens à l'origine qui demandaient que la France reste, pour les dispenser d'avoir à faire des armées qui feraient des putschs. Bon, ça c'est la toute première période, bien avant même la France-Afrique, qui a été critiquée à juste titre, qui a d'ailleurs disparu depuis belle lurette, puisque plus personne en France ne connaît l'Afrique. Mais j'ajouterais que les Anglais, au moment de la décolonisation, sont partis, on dit on s'en fiche de la suite. Les Belges ont laissé une situation monstrueuse au Rwanda, Burundi, République du Congo, etc. Tout le monde a oublié. Les Portugais ont laissé des guerres civiles en Angola, Mozambique. Plus personne ne parle d'eux. Alors la France est piégée par elle-même. Le côté on est resté, ils ont demandé, on a coopéré, le côté
un peu brave fille, un peu idiote, vous voyez, qui est restée comme ça. Donc on prend dans la figure tout le mouvement de désoccidentalisation qui est à l'œuvre dans le monde globalement. On voit les BRICS maintenant, mais ça remonte à bien longtemps. Et puis on est là, donc on est bouqué. Et on est là, vous le dites tous les deux. Et voilà pourquoi on est spécialement la France, vous voyez. Oui, pourquoi spécialement la France et pourquoi on a l'impression que effectivement il nous déteste, ou en tout cas il nous rejette. La question qu'on a envie de vous poser, et notamment à l'aune de ce qui s'est passé cet été au Niger, parce que le Niger, c'était quand même, le président nigérien était l'allié numéro 1, enfin un des principaux alliés en Afrique d'Emmanuel Macron, de la France. Qu'est-ce que ça dit, ce qui s'est passé, le fait qu'il ait été déchu, le fait qu'on ait entendu la France dehors, etc. Son éviction du pouvoir marque-t-elle le déclin inexorable de la France en Afrique ? Est-ce que c'est la fin, quoi ? Le risque de l'effet domino est évidemment important, avec, une fois de plus, des menaces différentes. Il y a la menace des États faillis, de la malgouvernance, il y a la corruption, il y a la menace islamiste, il y a la menace terroriste, il y a la menace d'une conjonction des militaires avec l'islamisme. Donc nous sommes devant des évolutions qui sont considérables et qui peuvent se développer, y compris dans des pays plus importants de l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est une menace qu'il faut prendre au sérieux. Le piège qui nous est aujourd'hui tendu, c'est que si on se situe du côté des sociétés, on s'aliène les gouvernements, qui souvent sont perçus comme illégitimes par ces sociétés et inefficaces. Et si on se situe du côté des gouvernements, on s'aliène les peuples de ces pays. Et le choix que nous avons fait d'avoir comme point d'entrée politique depuis 10 ans, le militaire, les interventions militaires, a considérablement aggravé les choses. Et c'est pour ça que je peux vous dire quand même aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui était prévisible dès 2013. La France s'est mise dans une situation où il n'y avait pas d'issue. Et nous n'avons pas cessé de nous embourber alors même que nous avons perdu contact avec une grande partie du Sud. Et c'est ça le paradoxe. C'est que non seulement aujourd'hui nous nous voyons évincés d'Afrique, mais nous perdons contact avec le Sud qui devient un élément dominant du jeu mondial. Nous avons choisi de nous occidentaliser depuis Nicolas Sarkozy, depuis 2007. Nous n'avons pas poursuivi dans la voie qu'avait initié Jacques Chirac, ou continué Jacques Chirac, de liens extrêmement forts avec le Sud, dans le cadre d'une politique arabe, d'une politique africaine, d'une politique vis-à-vis de l'Amérique latine, d'une politique généreuse en matière de taxes financières. Tout ceci s'est arrêté par à la fois le retour dans l'OTAN et la France, au moment où les autres pays occidentaux se rendaient compte que la politique d'intervention militaire était une erreur, eh bien nous avons continué. Nous avons continué en Libye, nous avons continué au Mali sans comprendre que cette politique d'intervention militaire était perçue par le Sud comme parfaitement illégitime et condamnable. Parce qu'il nous le demandait, Dominique de Villepin, oui, parce que le gouvernement malien nous le demandait pour lutter contre les terroristes. C'est une chose de faire ce que nous avons toujours fait en Afrique, une intervention ponctuelle et quelques mois plus tard de s'en aller. Autre chose de s'installer pour 10 ans sans évidemment avoir les résultats escomptés. Vous partagez cette lecture, Hubert Védrine, et la question, on vous la repose à vous aussi, est-ce que la France a encore une voix ? Alors, je vais vous décevoir, mais je ne suis pas entièrement en désaccord. Il y a beaucoup de points que je partage. Alors, je vais aggraver mon cas, Hubert. Je pense que ce que nous sommes en train de vivre est l'équivalent sur le plan symbolique et politique de la crise de 1956. Nous sommes, sur le plan symbolique et politique, devant une situation qui marque un fort abaissement de la France. Et malheureusement, si nous ne révisons pas notre politique étrangère pour la rééquilibrer et vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis et vis-à-vis du Sud, et bien sûr vis-à-vis de la Chine, eh bien nous risquons de voir une situation se dégrader. Hubert Védrine. Ça, c'est des conclusions lointaines. Et il ne faut pas qu'on se mette à parler à partir d'une France imaginaire qui n'existe plus en réalité. Mais enfin, sur l'aspect historique, d'accord, notamment sur un point clé, c'est que la présence française, très légitime, tant de six façons, était trop militarisée à leur demande. À leur demande. Vous dites, on a fait un choix. Non. C'était presque difficile de ne pas répondre à l'appel des dirigeants maliens, appuyé au début de Hollande, première opération, menace sur Bamako, appuyé par les autres Africains, puis par l'Union africaine, mais évidemment, il ne fallait pas rester après. Mais en tout cas, ce n'est pas le choix de la France. Simplement, s'est laissé engager, embarquer, donc peut-être un peu piégé, par une présence militarisée, on l'a dit plusieurs fois, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a aucune raison que la présence française en Afrique demain soit militarisée.
On ne peut pas être la seule puissance au monde qui n'aurait plus de politique en Afrique. Ça serait grotesque. On ne peut pas passer d'un extrême à l'autre. Mais il n'y a pas de raison que ce soit sous cette forme militaire. Donc il faut tout remettre à plat. Il faut gérer les crises. Il y a encore de la place pour une politique, et si oui, laquelle? Toujours. De tous les autres volets, économiques, culturels, échanges humains, linguistiques, les entreprises, qui ne sont pas inquiétées. Les entreprises françaises, ça peut venir. Mais c'est vrai que c'est le côté que militarisé qui doit être corrigé. Les militaires français en sont conscients. Tous ceux qui ont été chargés des opérations. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Depuis des années, qu'est-ce qu'il faut faire, Hubert Védrine, Dominique de Villepin? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a l'impression que chaque année qui passe, on voit un tout petit peu plus le déclin de la voix de la France dans le monde et de manière aiguë en Afrique. C'est la relativisation du poids des Occidentaux, globalement, qui n'ont plus le monopole, avec les autres qui montent, les émergents, les BRICS, etc. Et là, Dominique a raison sur la grande politique qu'il faut par rapport à ça. Mais nous... Et vous pensez que c'est inéluctable, la lente perte d'influence de l'Occident, ou que l'Occident peut... Oui, c'est mathématique, c'est statistique, c'est démographique. Et donc la place prépondérante de l'Occident sur la scène internationale, pour vous, c'est terminé. On a perdu le monopole. C'est déjà le cas. On n'a pas perdu la puissance et l'influence. Donc, dans le cas d'espèce, il faut avoir à la fois des raisonnements à long terme sur ce qu'il faudrait faire pour reformuler une politique et gérer les crises. Je pense qu'il faut gérer les crises. D'abord, c'est complètement différent. Le putsch au Niger et le putsch au Gabon, c'est le contraire exact dans les motivations et le déclenchement. Il faut gérer que pragmatisme, beaucoup de sang-froid, le moins de déclarations possible, et ne jamais jouer ça que de façon franco-française. Il y a la CEDEAO, il y a les autres Européens, il y a les autres Occidentaux. Donc je pense qu'il y a une autre approche pour gérer l'immédiat. Et après, dans le moyen terme, remettre en avant toutes les autres formes non militaires de la présence française, des échanges avec la France. Ils sont relativement demandeurs parce que les mêmes Africains dont parle Dominique, ils n'ont pas envie d'être en tête-à-tête avec les Chinois ou avec les Russes. Si, on a l'impression que si. Hubert Védrine, on a l'impression qu'ils ne sont pas très demandeurs de la France et des économies françaises, mais plutôt la Chine et la Russie. Ils n'inquiètent pas les entreprises pour le moment. C'est ceux qui payent les militants pour aller gueuler contre la France, c'est les mêmes qui les payaient pour aller applaudir le président français quand il arrive. Vous voyez, c'est des mouvements de foule, il ne faut pas exagérer ça. Mais dans la tendance, je pense qu'il faut assumer de rester à leur demande aussi, sous une forme très modifiée. Dominique de Villepin. Nous sommes à un moment où il faut, pour pouvoir persister dans une politique africaine qui est indispensable pour la France, il faut profondément revoir les bases de notre politique étrangère pour justement maintenir la légitimité de notre action. En 2003, avec Jacques Chirac, face au néoconservatisme américain et à la politique d'interventionnisme militaire, nous avions proposé une alternative qui était celle de la défense de la légalité internationale et l'action collective. Ça reste vrai, mais dans un monde profondément différent. Aujourd'hui, la France est entraînée, et en particulier par les crises récentes, dans un soutien qui est légitime à l'Occident. Nous devons faire en sorte que ce clivage Occident et reste du monde ne nous emprisonne pas du côté occidental. Et ça veut dire, notamment dans la division du monde entre la Chine et les États-Unis, que nous soyons en permanence dans le souci d'un équilibre et d'éviter cette logique de confrontation. De la même façon, entre le Nord et le Sud, si nous voulons retrouver une voix en Afrique, une crédibilité en Afrique, nous devons être le porte-voix des pays du Sud. Et ça veut dire... Et nous le faisons parfois. L'initiative du président Macron en matière financière, par exemple, à Paris, avant l'été, allait dans le sens de la défense des intérêts du Sud, sur la dette, sur un nouvel équilibre financier international. Mais la lisibilité de cette action n'est pas suffisamment grande parce qu'elle est faite en pointillé et qu'il implique fortement, et en particulier en gommant cet interventionnisme militaire, de translater sur le plan politique et sur le plan diplomatique notre engagement vis-à-vis des pays Hubert du Sud. Védrine, Dominique de Villepin, il a tort de fantasmer la grandeur de la France, où il a raison de continuer, chaque fois qu'il vient à ce micro et à tous les micros, à exhorter la diplomatie française à faire entendre sa voix, ou est-ce que c'est du fantasme et du passé auquel on ne reviendra pas ? Non, moi je suis heureux que cette voix existe et continue à s'exprimer et qu'on puisse l'entendre. Mais j'ai un tempérament différent, un langage différent, mais je ne suis pas pour qu'on passe sous la table. Même si je reconnais les erreurs, les accumulations d'erreurs, les maladresses, oui, mais on ne va pas disparaître, on ne va pas raser les murs. C'est pas parce qu'il y a eu des erreurs en Afrique qu'on n'aura plus du tout de politique en Afrique. Donc je suis pas heurté par ça. C'est pas ma façon de m'exprimer, mais je suis pas du tout heurté par ça. Je vous rappelle d'autre part que il a tout à fait raison sur le reste du Sud. Il
faut pas traiter comme un bloc, parce qu'il ne faut pas les homogénéiser contre nous, mais avoir une politique intelligente avec l'Inde, avec la Chine, sur un autre sujet, l'Indonésie, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Afrique du Sud, oui, bravo, le Brésil. Je suis complètement d'accord par rapport à ça. Mais le risque, c'est de bilatéraliser nos relations avec le Sud, alors que nous devons avoir une voie globale. Le général de Gaulle, c'est celui qui a initié cette politique. Il y a longtemps, Dominique. Oui, mais les problématiques du Sud dans le monde aujourd'hui n'ont pas changé. Le fait, par exemple, qu'en Afrique, on soit incapable... Il ne faut pas le globaliser contre nous. Mais nous avons été, avec Jacques Chirac, leader dans le domaine de la santé en Afrique. Nous avons porté la voix des intérêts de l'Afrique. Eh bien, il faut continuer à le faire en matière de lutte contre la pauvreté, en matière d'écologie et d'environnement. Je suis d'accord, mais il y a simplement un déficit de ce point de vue-là. Au moment où les BRICS s'affirment sous une forme agressive, on n'a pas intérêt à consolider l'homogénéisation agressive. Mais c'est justement, plus nous nous situerons. Donc je ne suis pas contre le bilatéral. En lien avec les pays du Sud. Je ne suis pas contre le bilatéral, parce qu'on a intérêt à avoir une politique indienne astucieuse, parce qu'ils ne veulent pas de la domination de la Chine sur le système. Donc on va combiner les deux. Mais bon, moi je ne vais pas raconter le discours de la Baule de Mitterrand, et puis De Gaulle n'est plus là, etc. Donc il faut se projeter. Je voulais ajouter qu'on parle de 4 ou 5 pays d'Afrique là, qui posent des problèmes particuliers en ce moment. Ils sont tous francophones. Oui, par ailleurs francophones. Ils sont pas anglophones. Les autres se sont tous tirés dans les conditions que j'ai indiquées. Oui. Donc on ne s'en prend pas à eux, le bouc émissaire n'est plus là. Mais attendez, je rappelle qu'en Afrique, il y a quoi, 53 pays 53, 54 pays. Donc il faut avoir une vision d'ensemble. Et la plupart des autres pays, ils se fichent totalement des guérillas franco-africano-françaises sur le passé. C'est pas leur sujet. Il y a un mot en 30 secondes que vous n'avez pas. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé ni l'un ni l'autre depuis 25 minutes. Non, mais il y en a un de manière aiguë, parce qu'on parle de la scène internationale. En 30 secondes, c'est le mot Europe. Un grand silence. Si les Européens avaient voulu soutenir la politique légitime, pour cette part-là, de lutte contre le terrorisme, ils seraient venus en masse au début. Alors moi, je pense que la France, au début, n'avait pas tort. Décision de Hollande de bloquer l'attaque sur Bamako, mais la France ne pouvait pas rester pour sécuriser un ensemble qui est grand comme l'Europe. C'est absurde. Donc les Européens nous ont lâchés. Envoyez votre question justifiée aux Européens. Cela a été une des limites de la diplomatie française, justement, de ne pas être capable d'engager davantage l'Europe avec nous sur une véritable politique. Je pense que le choix militaire que nous avons fait, la militarisation de notre diplomatie, puisque le ministère de la Défense a pris un ascendant fort par rapport... Et c'était la demande des Africains, ça. Mais peu importe, on est capable de défendre nos intérêts tout seul. Oui. On n'est pas obligé de répondre à n'importe quoi, n'importe quand. Oui. À un moment donné, nous devons savoir ce qui est bon pour nous. Pour vous, c'est non tout le temps, l'intervention militaire. C'est à vous écouter. C'est non, le plus souvent. Elle est jamais justifiée. Et quand c'est pas non, c'est ponctuellement, dans un cadre multilatéral, parfaitement et clairement fixé à l'avance.